C'est une fraude exceptionnelle dans l'histoire bancaire. Près de 5 milliards d'euros de pertes. Il est 6h27, ton téléphone sonne. Tu ouvres les yeux, encore la tête dans les vapes. Tu te lèves mécaniquement, vas checker ta boîte mail, et là, en rafraîchissant ta page, tu tombes sur un message de la Société Générale qui te réclame de rembourser 4 milliards 900 millions d'euros dans les plus brefs délais. Et justement, aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire d'un homme pour qui ce cauchemar est devenu réalité. Un Français ordinaire, qui vient de la campagne, sans héritage ni fortune, qui a fini face à une des plus grosses banques de France avec une dette monumentale sur ses épaules. Une histoire de risque inconscient, d'un trade trop risqué qu'il a fait où des milliards se sont envolés. Et des conséquences qui vous feraient perdre le sommeil et peut-être même l'envie d'être sur cette terre. Vous comprendrez très vite pourquoi. Une banque énorme, puissante, avec des milliards qui circulent chaque jour, et au milieu de tout ça, un trader qui dérape et entraîne tout avec lui. Comment un simple employé a pu frauder tout le système de cette banque et se retrouver avec une dette de 4 milliards? Qui est-il vraiment pour foutre en l'air une des plus grosses institutions en seulement quelques semaines? Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Jérôme Kerviel, un gars comme vous et moi, devenu trader, dont l'histoire commençait pourtant bien, mais a rapidement tourné au vinaigre et détruit sa vie. Tenez-vous bien, parce que ce qui va suivre va complètement vous chambouler. Jérôme Kerviel, c'est pas un fils d'un banquier ou d'un gros PDG, non. Lui vient de Pont-l'Abbé, une petite ville paumée dans la campagne en Bretagne, où tout le monde connaît tout le monde. Là-bas, les carrières dans la finance, c'est pas vraiment ce dont les gens sont destinés. Sa mère est coiffeuse, son père est prof. Bref, une famille ordinaire, sans héritage, sans grand réseau, et dont la destinée n'était pas celle qui allait les attendre. Kerviel, il vient de la France des gens simples, celle où on bosse dur, où l'idée même d'une carrière dans les tours de la défense paraît irréelle, voire surréaliste, comme un truc qui était réservé aux enfants de l'élite. Mais Kerviel, lui, ne voit pas les choses sous le même angle. Il ne rêve pas de reprendre le salon de coiffure de sa mère ou de devenir prof comme son père. Alors, il bosse dur et décroche un diplôme de fac à l'université de Lyon 2. Et petit à petit, il sait ce qu'il veut. Entrer dans le milieu bancaire. Et c'est là que tout bascule. La Société Générale, un des plus gros mastodontes bancaires de France, l'embauche. Imaginez le choc pour lui. Ce petit gars de province qui se retrouve dans une des plus grandes banques du pays, au milieu de la ville et des klaxons. La SocGen, comme on l'appelle, c'est pas n'importe quelle banque. C'est une institution vieille de plus de 150 ans, la 3e plus grosse du pays et la 6e dans le top européen. Elle brasse des milliards et des milliards chaque année. Pour un gars comme Kerviel, c'est une chance monumentale. Alors, il quitte sa douce Bretagne natale et débarque à Paris, la grande ville. Il passe de la campagne de Pont-l'Abbé au gratte-ciel de la Défense. Face aux deux tours de la Société Générale, ces géants blocs de verre et d'acier dominent le quartier de la Défense. Lui, qui vient d'un petit bled de 8000 habitants, débarque dans un endroit où des milliards circulent, où chaque étage est rempli de traders, de banquiers, de types qui font et défont les marchés. Kerviel passe de la vie tranquille en province au cœur de l'empire de la finance. Ce décor, c'est la puissance à l'état pur. Chaque jour, il traverse les immenses halls, croise des gars en costume qui parlent chiffres, profit et bourse. Mais malgré l'immensité de ce monde, Kerviel n'est pas impressionné. Il a son ticket d'entrée, il est bien décidé de se faire une place, coûte que coûte. Petit à petit, il commence à comprendre comment ce monde fonctionne. Un monde où les erreurs coûtent des millions, où des décisions se prennent en un claquement de doigts et où la moindre faiblesse est exploitée. Là, il plonge dans un univers qui n'a rien à voir avec ses origines, mais où il compte bien prouver qu'il a sa place. Alors Jérôme commence en bas de l'échelle, comme middleman. C'est pas le poste le plus classe de la finance, loin de là. Son job, il est simple, faire le lien entre le trader et les back-office, les équipes de support. En gros, il est chargé de toute la paperasse, des vérifications, bref, des trucs invisibles. Il est au début pas comme ce qu'on peut voir dans les films où on voit des traders jouer avec des millions. Non, il est dans l'ombre, loin de la lumière et du marché. Mais Kerviel, c'est pas un gars qui se contente de rester à sa place. Il en veut plus. Rapidement, il commence à trouver ce rôle monotone, presque écrasant. Alors pour s'occuper et alléger ses journées, il décide de coder un programme pour automatiser ses fichiers Excel, histoire de passer moins de temps à faire les mêmes tâches en boucle. Ce petit coup de génie fait toute la différence. Ses supérieurs remarquent directement son initiative et comprennent qu'ils n'ont pas à faire un employé comme les autres. Et là, en à peine 2 ans, il décroche une promotion comme assistant trader. C'est un truc de dingue parce que dites-vous que dans ce milieu, c'est normalement une place qu'on atteint après au moins 5 ans d'ancienneté, de galère et de patience. Mais Jérôme n'a pas le temps. Lui, il vient pour tout déchirer. En soi, ça ne change pas grand-chose à son quotidien. Mais maintenant, il a un accès inédit, celui de la salle des marchés. Celle où des centaines de ses nouveaux collègues sont scotchés à leur écran, prenant des positions spéculatives sur des centaines d'actifs. Et là, c'est un autre monde. C'est l'endroit où tout se joue, où chaque seconde peut faire voler des millions, là où la moindre erreur se paie cher. Kerviel découvre un univers qu'il n'avait vu jusqu'ici qu'à travers une vitre. C'est brutal, intense, l'adrénaline est palpable, il commence à sentir le goût du pouvoir.
En 2004, la banque spécialise Kerviel dans un produit financier bien particulier, les Turbo Warrants. Bon, soyons clairs, pour le grand public, ça ressemble à du charabia, mais comme son nom l'indique, Turbo, c'est un moyen de booster ses positions en trading, en faisant effet de levier. Imaginons qu'un trader décide de parier à la hausse sur l'euro contre le dollar. En misant 1000 euros, si le cours prend 1%, vous gagnez 1%, ce qui est environ 10 euros. C'est bien, mais c'est pas ça qui vous rendra riche. Maintenant, quand vous mettez un turbo, donc un effet de levier de 1% par exemple, on multiplie par 100 votre position et votre exposition. Si le cours prend 1%, vous gagnez 1% fois votre levier qui est ici de 100, donc vous réalisez 100% de votre capital, soit un x2 et vous vous retrouvez avec 2000 euros. Dans le milieu du trading, c'est une vraie machine à cash parce que ne l'oublions pas, ces traders ne jouent pas avec 1000 euros, mais jouent avec des millions. Plus le marché bouge, plus ça peut rapporter gros. Mais attention, parce que si le marché va dans l'autre sens, ça peut tout aussi faire perdre énormément à la banque et très vite. Et c'est là que Kerviel se fait vraiment remarquer. Les résultats de son trading sont là. Ils sont bons, très bons même. Tout le monde parle déjà de lui dans les bureaux. En 2005, il passe d'assistant à trader. Oui, vous avez bien entendu. En seulement 5 ans, le mec est passé d'un diplôme de fac banal à un poste de trader chez le colosse, la Société Générale. Un mec comme lui, avec un parcours des plus simples et un petit diplôme comparé à tous ses collègues. C'est une ascension complètement dingue. Désormais, il est au cœur de la défense. Ce quartier où tout est démesuré. C'est le deuxième plus gros quartier d'affaires d'Europe après la City de Londres. Un lieu où l'argent ne dort jamais. Et Kerviel commence à s'y faire une place. Mais ce succès a un prix. Ses journées s'étirent, devenant un marathon de 12 heures et parfois même plus. Dans son autobiographie, il raconte que sa vie à cette époque se résume à une chose, prendre des risques, toujours plus de risques, pour faire gagner un maximum de fric à la banque. Ses journées commencent à 7h du mat et se terminent à 22h. Mes horaires, c'était j'arrivais à 6h, 6h30 le matin à la banque et je partais rarement avant minuit, 1h. Pas de vacances, pas de vie sociale, sa vie, c'est la finance et c'est tout. Au commencement de sa carrière de trader, on lui fixe un objectif de 3 millions d'euros par an. Un gros défi, mais pas pour Kerviel, apparemment. Sa première année, il rapporte 5 millions à la banque. En même temps, il ne vit que de ça. Ce simple poste est devenu pour lui une putain de passion. Ses supérieurs sont ravis, mais évidemment, ils en veulent toujours plus. Alors, l'année suivante, la pression monte d'un cran. On lui demande de faire mieux que ses 5 millions d'euros de profit. Kerviel sait très bien que les attentes sont énormes et se donne à fond jusqu'à atteindre 12 millions d'euros de profit. Il ne sort presque plus, voit à peine sa famille. Tout ce qui s'accorde, c'est un peu de temps pour faire du sport. Mais oui, en tant que trader, il gagne très bien sa vie. Mais ça ne suffit pas pour la banque, apparemment. L'année suivante, on lui demande encore plus. On place la barre encore plus haut. 12 millions d'euros minimum de profit. C'est un défi colossal. Et là, Kerviel dépasse toutes les attentes. Il pousse ses limites, passe des nuits blanches, joue gros et finit par générer officiellement 55 millions d'euros en un an pour la banque. C'est complètement fou et pourquoi je dis officiellement, vous allez très vite comprendre. Kerviel n'est pas juste ambitieux, il est obsédé. Dans une interview pour la RTS, il parle de cette période comme une véritable addiction. Il se sent obligé et n'a pas la conscience tranquille s'il ne génère pas au moins 1 million d'euros par jour pour la banque. Chaque matin, Kerviel se lève avec cet objectif gravé dans sa tête. Rapporter 1 million d'euros minimum à la banque avant la fin de la journée. Pas sur une semaine, pas sur un mois, chaque putain de jour. L'homme qui, quelques années avant, s'amusait en campagne, était devenu méconnaissable. C'est devenu une machine de guerre dans la finance. Quelque chose de très addictif. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, je ne comprends pas comment j'ai pu me lancer dans cet engrenage et dans ce côté addictif. Effectivement, il y avait un côté addictif. Je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une position. Et j'étais arrivé à un moment à la fin où, quand je ne gagnais pas pour le compte de la banque 1 million d'euros par jour de résultat, j'étais pas content. Mais un instant, si on refait les calculs en enlevant les week-ends, parce que les marchés sont naturellement fermés, ses objectifs par jour étaient de 1 million d'euros de profit. Et il y arrivait quasiment tout le temps. On refait les calculs. 224 jours de trading avec 1 million d'euros de profit. On arrive à 224 millions d'euros pour l'année. Pourtant, au moment du bilan, en 2007, comme expliqué précédemment, la Société Générale n'affiche que 55 millions de bénéfices officiels faits par ce trader. Ce qui laisse un trou si on fait la différence de 169 millions d'euros. Alors, où est passé tout le reste? Vous commencez sûrement à comprendre qu'il y a un problème. À ce stade, la Société Générale n'a aucune idée de ce qui se trame réellement. Aux yeux de la banque, Kerviel est un trader modèle. Un gars qui fait ce qu'on lui demande, qui rapporte des millions. Un bon élément quoi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en coulisses, Kerviel joue un jeu bien plus gros. On est loin des comptes bien rangés et des lignes de profit net. Derrière les chiffres officiels, il y a une autre histoire. Un monde parallèle où tout va beaucoup plus vite et où les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. En fait, cette année-là, Kerviel n'a pas simplement fait gagner 55 millions à la Société Générale, mais plus d'1,4 milliard d'euros avec ses positions. En silence, dans le dos de la banque, il déplace des sommes vertigineuses.
prend des trades avec des chiffres qui feraient tourner la tête aux plus endurcis des banquiers. Il est en train de jouer avec des paris qui en réalité dépassent largement les limites fixées par la banque. Comme toutes les banques, pour éviter d'avoir trop d'exposition sur le marché, éviter qu'un trader les ruine, la Société Générale accorde des limites de portefeuille pour chacun de ses traders. Comme par exemple 10 millions d'euros maximum de risque. Si le trader les perd, tant pis, un contrôleur vient le voir pour lui demander de s'arrêter ici. Mais impossible de dépasser ce plafond. Sauf que notre ami ne respecte plus les règles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a découvert, à force de passer des nuits sur les marchés, comment exploiter le système de l'intérieur de la banque. En gros, il sait jusqu'à où il peut aller sans alerter les contrôleurs. Comment masquer ses positions pour éviter d'attirer l'attention, comment ajuster les chiffres pour que tout reste sous les radars et qu'il puisse aller bien au-delà des limites fixées par la banque. Et forcément, engager des milliards de capital sans que personne ne soit au courant, et c'est ce qui lui a permis d'avoir ces résultats. Chaque jour donc, comme un addict à la drogue, il repousse un peu plus les limites et joue avec de plus grosses sommes. Avec cette idée fixe, tant que la banque gagne, personne ne viendra me faire chier. Et pour l'instant, on peut rien lui reprocher. Tout marche. La banque voit des millions rentrer, ses supérieurs l'applaudissent, tout le monde est content. Mais ce que la Société Générale ne sait pas, c'est qu'elle est assise sur une bombe à retardement. Car plus les chiffres grimpent, plus le risque devient monstrueux. Et Kerviel en est complètement conscient. Imaginez un homme complètement accro, comme drogué par les performances et les chiffres qui explosent. Kerviel n'en a jamais assez. Chaque victoire le pousse à en vouloir plus. Et ses managers l'encouragent, lui fixant toujours des objectifs beaucoup plus ambitieux. Est-ce que vous réalisez l'ampleur du truc? Quand on dit qu'il a rapporté 1,4 milliard en un an, c'est plus du simple trading ordinaire. Il réalise à lui seul ce que des fonds d'investissement mettent des décennies à gagner. Kerviel sait qu'il marche sur un fil et qu'au moindre faux pas, tout peut s'effondrer. Mais pour l'instant, ses stratégies sont bonnes, sa vision est claire et il fait partie des gagnants. Ses supérieurs, eux, le regardent avec une certaine fierté, fascinés par ses performances hors normes et voient en lui l'étoile montante qui va leur permettre de gagner toujours plus d'argent. Il sait qu'ils ont entre leurs mains un vrai prodige, un type prêt à repousser les limites pour faire exploser la caisse. Mais il est pris au piège de son propre jeu. Les millions, ça lui monte à la tête, il est complètement absorbé dans son délire. Et au fond de lui, il prie pour que personne ne découvre jamais l'étendue de son terrain de jeu. 2008 arrive tout doucement. Quand on regarde de loin, tout porte à croire que ce sera encore une année de dingue pour Jérôme Kerviel, mais détrompez-vous. Le 24 janvier 2008, un jeudi, ça fait 6 mois que la crise des subprimes a éclaté aux États-Unis. Pour rappel, la crise des subprimes, c'est le moment où des banques américaines se sont mises à accorder des prêts immobiliers à des gens qui n'avaient aucune chance de les rembourser. Résultat, un effondrement du marché immobilier, des milliers de familles qui se retrouvent à la rue et une onde de choc qui se propage dans le monde entier. Pour les banques, en dehors des États-Unis, c'est tendu, mais ça ne s'est pas encore effondré. Enfin, jusqu'à ce jeudi. La Société Générale, 3e plus grosse banque de France, envoie une alerte générale. Elle annonce qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part d'un de ses traders. Ce trader en question aurait engagé jusqu'à 50 milliards d'euros d'actifs sur les marchés financiers, et ça, en toute illégalité. Alors, 50 milliards, c'est énorme. Mais pour se rendre compte de l'ampleur de la chose, je vais vous faire quelques simples comparaisons. 50 milliards, c'est plus que le budget militaire de la France en 2024. C'est 2 fois le budget annuel de la NASA, de quoi financer 2 agences spatiales américaines. Et surtout, c'est presque le double de ce que la Société Générale possédait à ce moment-là. Donc, bien plus que sa propre trésorerie. Et je pense que vous commencez à deviner qui se cache derrière tout ça. Vous devez sûrement vous dire, mais comment est-ce que Kerviel a pu utiliser le double du capital de la Société Générale ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En fait, tout cet argent n'était pas celui de Kerviel. Non, c'était celui des actionnaires de la Société Générale. Et surtout, en grande partie, l'argent des investisseurs qui avaient confié leur fric à la banque en échange de rendement et d'intérêt. Kerviel récupérait cet argent et jouait avec. Et justement, ce manège commençait sérieusement à s'emballer. Plus les montants étaient gros, plus la marge d'erreur devenait étroite. Kerviel jonglait avec des milliards, mais il ne contrôlait plus du tout. Une année comme celle de 2007 marquait des hauts et des bas imprévisibles, pouvant aussi bien l'enrichir que le ruiner en un claquement de doigts. Et la Société Générale, elle ne s'est doutée de rien. Les mesures de sécurité n'auraient jamais dû permettre des mouvements de cette ampleur. Mais Kerviel, lui, sait apparemment comment les contourner. Après tout, il a fait ses armes en tant que middleman dans ce même service de contrôle. Il connaît bien toutes les failles de ce système. Et pour passer sous les radars, il ne se prive pas. Des faux mails, des fausses déclarations, tout y passe. On va pas rentrer dans les détails de sa combine, mais pour faire simple, Kerviel a menti toute l'année 2007, en inventant des faux acheteurs prêts à les suivre dans des opérations fictives. Il montait un véritable théâtre financier pour convaincre ses anciens collègues que ses prises de risque étaient couvertes. En gros, il faisait croire qu'il avait un filet de sécurité alors qu'il n'y avait absolument rien et les sommes étaient gigantesques. Mais la question se pose, pourquoi cacher tout ça? Et surtout,
Pourquoi il faisait ça? Quand on lui pose la question, Kerviel répond toujours de la même façon. C'est sa façon de s'assurer un avenir tranquille. Depuis son arrivée à la Société Générale, c'est devenu une course aux chiffres. Un objectif sans fin qui l'oppresse un peu plus chaque année. Chaque fois, il doit rapporter plus que l'année précédente. Peu importe le stress, peu importe les risques. Effectivement, j'étais parti dans une spirale de toujours plus de gains pour mon employeur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 3 ans, mes objectifs financiers fixés par mes supérieurs hiérarchiques ont augmenté de 1700%. Donc voilà, en fait, mes supérieurs me donnaient des objectifs toujours plus importants. Et donc du coup, c'était la course au profit pour le compte de mon employeur. Et effectivement, ça m'a fait perdre pied. Pour lui, cacher une partie des gains, c'est comme une bouée de sauvetage, un moyen de se protéger au cas où tout dérape. S'il venait à manquer quelques millions, il aurait toujours cette réserve secrète, prêt à combler le trou. Et Kerviel affirme maintes fois qu'il n'est pas du tout le seul à faire ce genre de pratique. Il dit que dans ce milieu, les règles sont claires. Tant que tu fais rentrer de l'argent, personne ne s'inquiète de comment tu t'y prends. Car il n'y a qu'une seule loi dans le monde de la finance, celle de l'argent. Mais au début de 2008, ce qui devait arriver, arriva. Comme chaque année, les comptables de la Société Générale épluchent chaque opération de l'année passée, décortiquant les 365 jours en long et en large. Au début, ils savaient encore, les chiffres montrent des gains nets de 1,4 milliard d'euros, une performance impressionnante, et là, un nom apparaît en gros, Jérôme Kerviel. Mais ça paraît trop beau pour être vrai et ça commence à éveiller des soupçons. Le samedi 19 janvier 2008, les cadres de la banque décident de le convoquer directement. Ils savent que s'il a pu cacher des gains, il pourrait aussi avoir caché des pertes. Il faut absolument comprendre comment il a pu réaliser des profits aussi énormes et surtout à quel prix. Et pendant ce temps, Kerviel est tranquillement en Normandie, en train de profiter d'un moment de repos avec sa copine de l'époque. Une vraie parenthèse pour lui, une des rares fois où il se détend loin des écrans. Mais pas de repos pour Kerviel. Le téléphone sonne. Un de ses supérieurs lui demande de revenir immédiatement dans l'une des 2 tours de la Société Générale. Il monte alors dans sa voiture, laissant derrière lui la douceur des prairies pour Paris, où l'attend un orage prêt à éclater. Durant le trajet, Jérôme commence à comprendre qu'il va prendre cher. Une fois arrivé, on l'emmène dans une salle de réunion, entouré de ses supérieurs qui commencent à l'interroger sur ses positions. D'où est-ce que tu as eu tout cet argent pour trade? Les questions fusent, l'ambiance est tendue. Les conversations sont enregistrées et Kerviel, lui, se retrouve assailli de toutes parts. Pendant des heures, il reste silencieux, suivi des questions sans jamais mentionner les fameux 50 milliards. Il ne lâche rien. Finalement, il sort de la salle d'interrogatoire à 3h du matin, épuisé, mais sans avoir trahi son secret. Le lendemain, dimanche 20 janvier, la banque continue de fouiller dans ses opérations. Et là, ils comprennent l'ampleur du problème. Le 1,4 milliard d'euros de gains ne s'est pas fait tout seul. Pour gagner ces sommes, Kerviel avait risqué 50 milliards d'euros. C'était lui derrière tout ça. Et le pire, c'est que le marché commence à aller totalement à l'opposé de ce qu'il avait prévu. Kerviel avait pris d'énormes positions ouvertes sur des actifs financiers comme les indices boursiers européens, notamment le DAX allemand et le CAC 40 français. Bien sûr, comme à son habitude, sans limite de perte et sans avoir prévu le crash de 2008. Il engageait des sommes énormes en espérant que le marché aille dans le même sens comme son habitude. Tant que ça montait ou descendait, comme il voulait, les gains étaient au rendez-vous. Et c'est ce qui lui avait permis de réussir à empocher 1,4 milliard d'euros. Mais voilà, tout ne peut pas toujours se passer pour le mieux. En milieu d'année, le vent tourne brutalement. Les marchés prennent une direction imprévue, totalement contraire à ses paris. Ses positions qui étaient gagnantes quelques mois plus tôt plongent dans le rouge. Et quand on parle de rouge, on parle d'une perte colossale de plus de 2,8 milliards d'euros qui partent en fumée. Cette fois, le marché ne lui a pas donné raison et tout son plan s'effondre. Les gains qu'il pensait solides deviennent une catastrophe financière et la pression est à son comble. Il se retrouve pris au piège avec des pertes gigantesques sur les bras. La Société Générale est sous le choc. La peur, c'est que la tendance continue de baisser. C'est ce qui pourrait lui coûter une fortune colossale. Il se retrouve dans une situation impossible, un véritable cul entre deux chaises. Soit ils laissent leur position ouverte dans l'espoir que le marché se retourne, soit ils vendent tout et assument la perte immédiatement. Et pour compliquer les choses, la bourse chute depuis 15 jours. Chaque minute compte. Donc, ce même dimanche, 20 janvier, les supérieurs de Kerviel le rappellent pour lui annoncer la nouvelle. Ses positions sont en train de sombrer dans des pertes monumentales. Ils lui demandent de ne plus revenir au bureau et de surtout pas faire de bêtises. En gros, qu'il se flingue pas. Kerviel est mis sur la touche, exclu de la banque. Du 21 au 23 janvier, la Société Générale met alors en vente 60 milliards d'euros d'actifs financiers. Leur but est simple, limiter les dégâts causés par l'erreur de Kerviel, réduire la perte au maximum. Mais même avec cette manœuvre, le bilan est désastreux. La banque essuie une perte totale de 6,3 milliards d'euros. Plus tard, Kerviel dit avec regret que pour lui, il suffisait d'attendre un peu jusqu'à un retournement du marché. Et la banque aurait pu s'en sortir avec des gains monstrueux. Mais ça, impossible de le savoir. Pour la Société Générale, c'est un coup dans les reins énorme. Et la claque médiatique est plus que brutale. C'est une fraude exceptionnelle dans l'histoire bancaire. Près de 5 milliards d'euros de pertes. Partout, les journaux en parlent. Une des plus grosses banques de France, censée être solide comme du titane, fragilisée par un seul de ses employés. Des milliards partis en fumée. La réputation de la banque en lambeaux.
c'est bien plus qu'un simple échec, c'est une humiliation. Et le pire, c'est que maintenant, il faut expliquer à tous les investisseurs qu'un simple trader a utilisé leur argent pour le placer sur des paris hyper risqués et que finalement, il a tout perdu. La banque ne compte pas laisser cette affaire se terminer là. Pour la Société Générale, c'est simple. Kerviel devra payer et en assumer toutes les conséquences. Ils veulent reboucher le trou des 6,3 milliards, quitte à le voir finir sous le pont sans rien. Ce sera le début d'un procès acharné où la banque et Kerviel vont se battre pour déterminer qui doit payer le prix de ce désastre. On arrive maintenant au mercredi 24 janvier, un matin grisâtre. C'est le moment pour la Société Générale de révéler la vérité au grand public. Dès le lendemain, la banque organise une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Ils annoncent qu'un de leurs traders a causé des pertes colossales. La nouvelle est explosive. Tout le monde a les yeux rivés sur cette affaire. Le cours de leur action prend directement un coup. Puis, le vendredi 26 janvier, la situation s'accélère. L'appartement parisien de Jérôme Kerviel est perquisitionné. Le samedi, il est placé en garde à vue et durant son interrogation, Kerviel se défend. Il affirme qu'il n'a jamais eu une mauvaise intention. Pour lui, la preuve est simple. Il n'a jamais profité personnellement des milliards qu'il a manipulés. Pas de compte caché, pas de villa de luxe, ni de voiture de sport. Il passait ses journées au boulot sur les graphiques. L'histoire est tellement incroyable que les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. Du jour au lendemain, le nom de Jérôme Kerviel devient un des plus recherchés du monde sur les moteurs de recherche. Le monde veut savoir qui est cet homme qui a plongé une des plus grosses banques de France dans la tourmente. La Société Générale pensait que Kerviel allait se faire descendre, mais la réaction du public prend tout le monde de court. À la surprise générale, la majorité des gens sont d'accord avec Kerviel. Beaucoup le voient comme une victime d'un système bancaire, complètement déconnecté. Par contre, la banque, elle, est un monstre prêt à bouffer ceux qui s'y frottent, et qui pousse ses employés à des excès dangereux. Ce n'est pas de la faute de Kerviel, c'est la faute de ses managers, qu'il poussait toujours à gagner plus chaque jour, toujours plus. Que tout le monde pense qu'il est le bouc émissaire ne change absolument rien. Désormais, la vie de Jérôme sera un enfer. Les procès vont se multiplier et ils seront ultra médiatisés. Kerviel est accusé de faux et usage de faux, abus de confiance et d'introduction frauduleuse de données dans un système informatique. Le procureur requiert 5 ans de prison pour Kerviel. Mais de son côté, Kerviel ne lâche pas. Il répète sans cesse que la banque était parfaitement au courant de ses pratiques. Il disait « tant que je leur faisais gagner de l'argent », il fermait les yeux. Malheureusement pour lui, sa défense ne le convainc pas. Après 3 années de procédure, le 5 octobre 2010, le verdict tombe. Jérôme Kerviel est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il prend 5 ans de prison et se retrouve en prime avec une dette de 4,9 milliards d'euros. Une somme colossale qui représente selon la justice les pertes nettes que Kerviel a fait subir à la banque. Mais pourquoi cette somme 4,9 milliards exactement ? En gros, on a pris les 6,3 milliards de pertes générées par Kerviel et on y soustrait les 1,4 milliards qu'il avait juste avant gagnés. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Je peux déjà vous dire que non, parce que en réalité, l'affaire est encore bien plus complexe que ça. Après la condamnation de Kerviel, la Société Générale se retrouve dédouanée, blanchie de toute responsabilité. Et pour la banque, il y a un bonus. Grâce à ce statut de victime, elle peut bénéficier d'une exonération d'impôt de 2,2 milliards d'euros pour perte exceptionnelle. Autrement dit, en rendant Kerviel coupable, la banque s'en tire avec un joli petit chèque de l'État. Jérôme, lui, ne compte pas en rester là. Et il refait appel, mais pas de bol pour lui, il perd aussi ce second jugement. Mais le combat continue. Kerviel est acharné, comme il a été en tant que trader. Et il tente une 3e fois sa chance et décide d'amener l'affaire jusqu'au bout. Lors de ce 3e procès, les choses tournent un peu mieux pour lui. Parce que depuis quelques années, des doutes émergent chez les experts et dans la justice sur le comportement de la Société Générale. Des rapports auraient été détruits, des dossiers trafiqués. On en vient même à remettre en question le montant total des pertes déclarées par la banque. Finalement, en 2014, le verdict du 3e procès tombe. La Cour de cassation confirme la culpabilité de Kerviel, mais réduit la dette. Les 4,9 milliards de dommages et intérêts sont ramenés à 1 million d'euros. Et maintenant, après des années de lutte, la Cour le reconnaît enfin. La Société Générale porte elle aussi une part de responsabilité dans ce désastre. En France, l'ex-trader Jérôme Kerviel devra rembourser 1 million d'euros à la Société Générale. C'est le verdict rendu ce vendredi par la Cour d'appel de Versailles qui a jugé l'accusé partiellement responsable du préjudice subi par la banque. 1 million d'euros, c'est toutefois très loin des 4,9 milliards que Kerviel avait été condamné à rembourser en première instance à son ex-employeur. Mais qu'est-ce que devient Jérôme Kerviel aujourd'hui ? Après toutes ces années de procès, de prison et d'exposition médiatique, on pourrait croire que Jérôme Kerviel aurait préféré se faire oublier. Mais non, il a réussi à tourner cette affaire à son avantage. Aujourd'hui, il donne des conférences, publie des livres et prône la résilience. Ironiquement, son histoire est devenue son gagne-pain.
Mais sa vie aujourd'hui n'a rien à voir avec le stress d'avant. Ça se voit qu'il croque la vie à pleines dents maintenant. Sur Insta, il partage des moments simples, parfois même des blagues bien beaufs, bien loin du trader sous les pressions qu'il était. Maintenant, il a 47 ans. Il est père de famille, il semble enfin en paix, comme si tout ça était derrière lui, enfin presque. Parce que ne l'oublions pas, il y a juste un petit moment où en 2020, la Société Générale est venue lui demander un petit taquet en lui réclamant les 1 million d'euros. Comme quoi pour Jérôme, cette histoire n'est peut-être jamais vraiment terminée. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que c'est de la faute de Kerviel qui en voulait toujours plus? Ou alors est-ce que pour vous c'est la faute de la banque qui depuis son arrivée l'a poussé hors de lui, a complètement transformé cet homme pour gagner toujours plus d'argent dans son dos? Alors vous voyez, l'affaire Kerviel, c'est bien plus que l'histoire d'un trader isolé. C'est un aperçu d'un système prêt à tout pour se protéger, quitte à sacrifier un homme pour préserver sa réputation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous kiffez ce format, on a fait un gros travail avec toute mon équipe. Mettez votre meilleur pouce bleu et puis j'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est de la faute de Jérôme? Est-ce que c'est de la faute de la banque? Hâte de voir ce que ça va donner le débat. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin en trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se retrouve dans la description pour avoir accès direct à toutes mes stratégies et mes prises de position. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Casper. Bon trading à vous. Ciao!